très heureux de vous retrouver, School TV, la matinale, vous le savez, on est ensemble pendant une demi-heure pour faire le point sur l'éducation de vos enfants. On parle parentalité, culture, sport, toujours avec des invités ô combien inspirants. Voici sans plus tarder le sommaire de cette nouvelle matinale. Un bébé abandonné, et cela en pleine nuit, une rue populaire du Paris du 19e siècle, et 7 commerçants qui décident, presque malgré eux, de l'élever ensemble. Cette rue Mirabel, c'est un roman d'aventure, de mystère, mais surtout une histoire profondément humaine, celle d'une famille qui se construit autrement, au fil des années, des gestes simples, et surtout ce lien qui dépasse le sang. Chez Vincent Cuvelier, on parle de sujets sérieux sans jamais perdre le sourire. L'abandon, la pauvreté, la violence sociale, mais toujours avec une légèreté, un ton, un humour qui désamorce sans jamais trahir, un équilibre rare qui permet d'aborder le réel, et cela avec justesse, tout en restant accessible et profondément touchant pour les jeunes lecteurs comme, bien sûr, les adultes. Et puis plus de 100 livres déjà, 110 même je crois. Des albums, des romans, des BD, des adaptations. Vincent Cuvelier écrit sans relâche, porté par une créativité rare, de la série Émile à ses grands récits comme Cette rue Mirabel. Il enchaîne les projets avec une liberté, une constance impressionnante, une véritable machine à histoire au service d'une seule chose, vous l'aurez compris, raconter encore et toujours. On y va. Bonjour Vincent. Vincent Cuvelier, on est vraiment très heureux de vous recevoir. Merci d'être venu jusqu'à notre plateau, effectivement, parce que vous êtes du côté de Bruxelles maintenant. C'est ça. Côté de Bruxelles, faire un petit tour du côté de Paris, auteur de Cette rue Mirabel, c'est chez Gallimard Jeunesse. Voici sans plus tarder la bande-annonce. Moi, je suis toujours fan maintenant, c'est vrai, des bandes annonces pour les romans, y compris pour les romans jeunesse. Tout de suite, tu rentres un petit peu dans l'ambiance, dans l'atmosphère. Ouais, c'est très bien, on dirait un petit dessin animé, c'est très bien. Quelle est l'ambition, effectivement, de cette rue Mirabel? C'était quoi l'idée de départ? C'est venu comment? Souvent, quand j'écris un livre, je me mets un peu sous le patronage d'un grand écrivain ou d'un style littéraire. Là, c'était clairement sous le patronage de Victor Hugo, des auteurs romantiques du 19e, de Sans famille, des mystères de Paris. J'avais envie d'écrire... Ça vous a bercé, ça, plus jeune? Pas forcément. Non, pas forcément, mais c'est vraiment une ambiance. Moi, j'adore l'histoire, hein, donc j'adore l'histoire, j'adore les contextes historiques, j'adore Paris. Et en fait, ce livre-là est né un petit peu d'une image. Je voyais une rue un petit peu comme la rue Mouffetard, mais la rue Mouffetard, grande époque, avec des commerçants partout. Et je voyais une statue avec un bébé abandonné au pied de la statue. La première image, c'était vraiment ça. C'est assez simple, en fait. Hein. Et... j'adore aussi le petit commerce, les commerçants, la vie urbaine qui est en train de se faire. Et puis l'histoire en marche parce qu'on est aussi dans les années 1840, donc avec 1848 qui arrive, la Révolution. C'est une époque qui n'est pas très connue, qui est un petit peu sous les radars. On la connaît pour les grands écrivains, mais sinon, au niveau historique, c'est pas tellement connu. Donc il y avait beaucoup de choses à raconter quand c'est une époque pas très connue. Du coup, on a un peu un terrain de jeu un peu large. C'est comme ça que vous fonctionnez à chaque fois pour chacun de vos ouvrages, chacun de vos romans. Ça commence par une image que vous percevez comme ça dans votre tête. Là, c'était ce Paris des années 1900. Ouais, c'est souvent une envie d'écriture aussi. C'est souvent un style. Moi, le style est plus important que l'histoire et beaucoup plus important que le thème. Ah ouais. Ouais, moi, c'est vraiment le style qui est moteur. Pourquoi? Je sais pas, c'est peut-être un peu comme un musicien qui se laisserait porter. C'est des envies d'écrire. En fait, moi, je conçois mon métier comme un apprentissage dans l'écriture et j'essaye d'évoluer toujours dans l'écriture. Donc j'essaye de changer mon style, de faire des livres que j'ai jamais fait, de faire des livres compliqués à faire pour essayer de dénouer des nœuds. Et notamment, ce que je cherche, moi, c'est l'énergie en écriture. C'est de rendre les phrases le plus vivantes possible. Et donc, pendant très longtemps, j'avais un style très très oral. Et avec cette rue Mirabel, j'ai essayé justement de faire un style qui est plus littéraire,
donc il se met sous les auspices des grands auteurs du 19e, un style plus littéraire, mais avec l'oralité sur laquelle je travaille depuis longtemps déjà. Donc c'est essayer de faire un mélange de ça. Vincent, j'essaie de résumer effectivement cette rue Mirabel dans mon propos introductif, mais si vous deviez le résumer, vous, en quelques mots, ce serait quoi? Alors, c'est une petite fille qui est déposée sur la statue de Jules Bouchon-Morel à l'entrée d'une rue commerçante, la rue Mirabel. Une nuit. Au petit matin, 7 commerçants se réunissent, trouvent le bébé et décident de ce qu'ils vont en faire. La solution de base serait de l'amener à l'orphelinat. Et là, en discutant, ils commencent à regarder le bébé, à le toucher, mais en fait, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Ils commencent à s'y attacher. Et donc, ils décident que chaque commerçant garde la petite fille une année dans son commerce. Et il y a un 8e commerçant qui s'appelle Alcide, qui est le vieux bouquiniste au bout de la rue, là où la rue commence à devenir un peu sale, un peu mystérieuse. Il n'a pas été invité à la réunion des commerçants, donc il dit « Moi, le jour de ses 7 ans, je la prendrai et elle sera à moi pour les 7 années suivantes. » Voilà. C'est très bien pitché. Ce livre parle beaucoup, Vincent, de faire famille. Ça veut dire quoi pour vous, justement, faire famille avec tous ces commerçants, justement, ces 8 commerçants? Alors, pour moi, c'est un livre sur la responsabilité. C'est pas tout à fait un livre sur la famille, c'est un livre sur la responsabilité. C'est vrai que au niveau de la famille, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les familles de choix, les familles de goût. C'est-à-dire des gens qui se choisissent comme ça. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, là, surtout, c'est parler de responsabilité. C'est-à-dire, dans mes bouquins, je parle souvent de gamins qui se débrouillent parce que les parents sont complètement à côté de la plaque. Des missionnaires ou foireux. C'est quelque chose qui revient très très souvent dans mes livres, ou même invisible. Des fois, les parents, on ne les voit pas. Et là, je sens que quelque chose change, c'est que les adultes prennent leurs responsabilités. Alors, ils sont toujours un peu brinque-ballants, ils ne sont pas toujours très sérieux. Gauche, ouais. Oui, ils sont un peu gauches, mais n'empêche, ils assument. Ils ont dit qu'ils prenaient la gamine une année, ben ils prennent la gamine une année. Et c'est vraiment un livre sur les adultes qui assurent et qui prennent leurs responsabilités. On peut tout de même dire que c'est un livre raconté à hauteur de bébé ou pas forcément? À hauteur d'enfant peut-être, mais en fait Mirabel, elle est un peu objet dans le livre. On la voit, on voit la petite gamine que c'est, mais c'est vraiment les adultes là qui sont un peu moteurs, en fait, qui se mettent en 4 pour une petite fille qui au départ connaissent pas et qui vont tout le monde va s'apprivoiser, quoi. Qu'est-ce que vous avez voulu justement instaurer dans cette rue Mirabel avec cet enfant qu'on dépose au pied de cette statue? Comme un élément dramatique, comme une sorte de tension. Les histoires d'orphelins sont très intéressantes pour un écrivain. Il y en a beaucoup en littérature jeunesse, que ce soit Dickens ou Sans famille ou Cosette et Gavroche. C'est très romanesque, c'est aussi très littéraire. On se projette dedans, Moi, j'ai déjà fait un livre qui s'appelle L'histoire de Clara. C'est aussi un bébé juif qui est sauvé comme ça par une dizaine de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les bébés, par essence, ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Donc, si les adultes n'assurent pas, les bébés sont foutus. Donc, c'est presque obligatoire, quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? J'avais écouté il y a quelques années une interview du metteur en scène Manuel Poirier. J'avais adoré ce qu'il avait dit. Il avait dit que nous, les adultes, on est tous un peu responsables de tous les enfants qu'il y a. Et effectivement, si on voit un gamin traverser la route en dehors du passage piéton avec une voiture qui vient vite, bah ouais, on va se permettre. On va tous se permettre. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perd un petit peu parce qu'on a beaucoup. On a peur, on a. Il
il y a plus la même permissivité là-dessus qu'il y avait il y a 50 ou 60 ans. Et plus la même solidarité qu'on retrouve d'ailleurs dans l'ouvrage, non? Moi, je pense que c'est un mélange de plein de choses. Mon père me racontait, par exemple, que lui, dans les années 50, quand il se promenait le jeudi après-midi tout seul, que son professeur le croisait, il venait le voir, il disait, dis donc, qu'est-ce que tu fais là, toi, tout seul dans la rue? Rentre-toi tout de suite. Ouais. Aujourd'hui, ce serait absolument impossible. Bien sûr. Et alors, ça peut se comprendre aussi, il faut aussi une certaine prudence, c'est normal. Mais en même temps, moi, je pense qu'on est quand même un peu tous responsables des enfants. Et moi, des fois, je sais que je peux me permettre, des fois, s'il y a un gamin qui dit « Oh, dis donc je pense qu'on peut encore se permettre des trucs comme ça, même si je pense que c'est très très mal vécu par les parents ou par les éducateurs. Ouais. D'après vous, avec un peu de recul, Vincent, que nous dit votre ouvrage de l'éducation des enfants? Oula. Moi, je peux vous dire ce que j'en pense, ce que j'essaye d'en dire avec Émile, ce que j'en dis dans tous mes livres depuis longtemps. Écoutez, moi, je pense... Vous êtes papa, hein, je précise. Hein. Où je suis papa de deux enfants, un grand et une petite. J'ai vraiment un grand écart d'âge. Je précise aussi que j'ai pas été à l'école très longtemps, que j'ai arrêté l'école à 16 ans. Et que vous avez publié à 16 ans et demi. Que j'ai publié à 16 ans et demi. Que quasiment aucun de mes livres ne se passe dans le milieu scolaire. C'est-à-dire, c'est quelque chose dont je ne parle pas dans mes livres. Hein, je laisse ça aux autres. Que je fais aussi très peu de livres à thème. Moi, ce qu'on dit souvent de mes livres, c'est que je parle de tout aux enfants. Sans... Pardon, je vous ai mis la photo. Cécile Brelot. Ah bah voilà, là j'étais tout petit, là j'avais, je devais avoir 17 ans. Voilà, 17 ans, premier ouvrage, rien que ça. J'étais très influencé par les livres comme Le Parfum ou des trucs un peu qui étaient impressionnants. Écoutez, moi je pense qu'il y a une mesure à trouver entre l'écoute de l'enfant et l'autorité. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans le curseur dans l'un comme dans l'autre. Je pense que moi, comme j'ai toujours pratiqué avec mes enfants, c'est je leur propose, mais c'est moi qui tranche. Voilà, c'est un peu cette manière-là. J'écoute, je parle, ça discute beaucoup. Mais par contre, à la fin, c'est moi qui décide. C'est vous qui tranchez. Ouais, parce que c'est moi l'adulte. Et je pense je sens qu'il y a quand même une petite place pour la négociation, là, quand même. Toujours. Oui, c'est ça pour la discussion. Ouais. Mais par contre, pas la négociation comme on peut l'entendre, c'est-à-dire pas de chantage, pas de... Ouais. Pour moi, l'adulte doit prendre ses responsabilités, doit trancher, choisir. C'est important pour les enfants aussi qu'ils sachent qu'ils peuvent... qui puissent se lâcher aussi sur des choses, qui puissent ne pas avoir une certaine charge sur des choses qui sont trop lourdes pour eux aussi. Quel est votre rapport aujourd'hui avec... parce que vous l'avez dit, effectivement, vous avez quitté l'école en 3e. Vous avez effectivement après écrit rapidement votre premier ouvrage. Vous avez quel rapport aujourd'hui avec l'institution éducative, si je puis dire, avec l'école? Oh, c'est pas toujours très simple. J'avoue que quand j'ai dû retourner dans les écoles pour parler de mes livres, ou alors plus tard pour amener mes enfants à l'école, j'avoue que ça n'a pas été forcément très simple. C'est-à-dire que vous y allez entraînant des pieds, ou c'est plutôt parce que impassible, vous aviez peur d'y retourner, il restait du ressenti? Un petit peu en colère, ouais. Un petit peu en colère, un petit peu de colère, parce que pour moi, ils ont... Parce que l'école vous a pas compris? Oui, je pense qu'il y a quand même eu quelque chose de ce domaine-là. Alors, évidemment, moi aussi, j'ai ma part. J'ai ma part, hein, voilà. Mais bon, cela dit, j'étais enfant, donc j'ai ma part avec relativisant un peu. Et oui, pour moi, ils sont passés à côté de ce que j'aurais pu faire. Mais bon, en même temps, moi, ça m'a beaucoup apporté aussi de ne pas avoir été longtemps à l'école. Aujourd'hui, je sens que c'est une force, que c'est très important. Justement, j'ai développé... Ça donne la niaque? Ouais, j'ai développé une grande indépendance, j'ai développé beaucoup de niaque, j'ai développé aussi ma culture que je me suis fait tout seul.
Alors ça s'est fait du coup de manière beaucoup plus anarchique. J'ai pas lu les classiques au moment où je les lisais. Je lisais tout ce qui me passait sous la main. Moi, par exemple, je faisais l'école de buissonnière tout petit, à 12-13 ans, pour aller au cinéma. Je passais un petit peu par la porte de secours pour aller au cinéma. Il devait bien vous connaître à la fin au ciné. Oh là, il y a encore le Oh, je sais pas si Juvélier, là, il est encore passé, là, on l'a aperçu, là. Et vous voyez, je faisais pas mal de trucs comme ça. Du coup, je me suis débrouillé. C'est aussi comme ça que j'ai participé à un prix littéraire quand j'avais 17 ans. Du coup, on apprend un petit peu à se débrouiller. Alors bon, c'est vrai que l'inconvénient de tout ça, c'est qu'on a du mal à être un peu plus calme. On a toujours envie d'y aller, de monter des projets. Mais c'est bien. C'est de là dont vient cette... J'allais parler de boulimie, mais bon, c'est vrai qu'il faut être assez productif, effectivement, quand on est écrivain. J'ai pas dit écrivain jeunesse, j'ai pas dit auteur jeunesse, c'est vu. Non, mais on peut. Mais il y a quelque chose que ça m'a fait aussi, c'est que maintenant j'ai envie de parler directement aux enfants. J'ai quelque chose qui est un peu compliqué quand on écrit pour les enfants, c'est qu'on a toujours des intermédiaires. Les libraires, les bibliothécaires, il y a beaucoup de... C'est pas l'enfant directement qui achète le livre, enfin c'est assez rare. Et moi j'essaye justement dans mes livres, mais dès les tout petits, avec Émile, c'est ce que j'essaye de faire. Et j'essaye vraiment de parler directement aux enfants. Et mon message, c'est vraiment... Enfin, mon message, j'ai pas de message, mais disons, mon truc, c'est vraiment de lui parler directement. De prendre les enfants pour des gens intelligents, pour des personnes qui sont déjà elles-mêmes, vous voyez, qui ont déjà une personnalité, un caractère. Émile ne parle que de ça, que les enfants ne sont pas des demi-personnes, c'est déjà des gens complets, et on peut leur parler. On peut leur parler de ce qu'on veut, il y a juste une manière de le faire. Quel écho, alors qu'effectivement Cécile Brelot nous égrène effectivement toutes les couvertures d'Émile. Il paraît qu'il y a même... que Émile est même étudié aux États-Unis, c'est vrai? Oui, bien sûr, oui, aux États-Unis. Quoi, à l'université Non, c'était dans une école internationale, je crois. Mais après, les livres, ils tournent beaucoup, c'est traduit dans plusieurs pays. Et alors, pourquoi il est si clivant, ce Émile? C'est un peu particulier, Émile, quand même. C'est un petit garçon qui est assez... c'est ce qu'il veut, on va dire. Il y a des mots pour ça, mais je pense que l'illustrateur Ronan Badel et moi-même, on est bretons, et je pense qu'il y a une part de... Il y a un petit côté Made in Brest. Ouais, je pense qu'il y a une part de caractère breton dans Émile. Il vous ressemble quand vous étiez petit? Oui, c'est moi, c'est un peu mon fils, et c'est aussi la vision que j'ai de l'enfance. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai envie de raconter de l'enfance, c'est exactement ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un gamin qui est déjà complet, qui a déjà une personnalité bien établie. Comment on passe justement de projets, effectivement des nombreux numéros comme Émile, à un projet comme 7 rue Mirabel, sur un plan, j'ai envie de dire, purement technique? Est-ce que vous arrivez à faire les deux en même temps? Est-ce qu'il faut se concentrer sur 7 rue Mirabel d'un côté, et puis après... se dire, tiens, j'ai 2-3 Émile à produire assez rapidement? Oui, j'ai toujours beaucoup de projets sur le feu. Je peux en avoir jusqu'à 10, à peu près, une dizaine de projets. Alors évidemment, je ne les fais pas tous en même temps. Il y en a des fois qui sont prioritaires. Après, j'en reprends un, j'en arrête un. Émile, c'est un peu comme un fil rouge. Alors curieusement, les Émiles sont assez durs à faire. Parce que Émile, c'est très précis, c'est vraiment au mot près, à la virgule près. Là, il y a beaucoup plus de laisser aller, de lâcher prise. Pas de laisser aller, plutôt de lâcher prise. Comme c'est des livres qui sont assez longs, je peux vraiment me faire plaisir en écriture, et je peux vraiment aussi prendre mon temps pour installer les choses, faire des choses un peu plus audacieuses, des phrases un peu acrobatiques, des chapitres un peu décalés. Émile, c'est vraiment de la précision. Émile, c'est vraiment de trucs très précis. Pourquoi l'humour est aussi important et aussi présent, y compris dans 7 rue Mirabel? Parce que les situations sont graves, il faut en ajouter pour faire mieux passer les messages au final? Non, parce que moi, mon problème, c'est pas du tout de faire passer des messages. Non, il y a l'humour dans mes livres parce qu'il y en a dans ma vie, enfin, j'imagine, parce que j'aime bien... Parce que c'est à votre image, ok.
Parce que j'aime bien m'amuser, parce que pour moi, une journée où on rigole pas, c'est un peu curieux. Mais il n'y a pas que l'humour qui m'intéresse, il y a aussi de l'inverse. C'est-à-dire qu'on pleure ou qu'on rit dans mes livres, pour moi, c'est pareil, quoi. C'est créer des sensations qui sont concrètes à partir de l'écriture. Pourquoi le chiffre 7 revient aussi souvent? C'est votre chiffre préféré, ça vous aussi? Non, pas forcément. D'accord. Non, ça sonne bien. Non, ça sonne bien. C'est juste parce que ça sonne bien. Il y a le personnage de Jeanne qui est bouleversant. Pourquoi est-il aussi important, effectivement, dans cette... vous parlez de la nourrice? Ouais. Je ne vais pas trop dévoiler, mais bon. Ouais. Pourquoi elle est aussi importante? Là, effectivement, il crée une famille de briques et de brocs. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, moi, les familles créées de briques et de brocs. C'est une jeune femme qui est toute jeune, hein, qui est nourrice. Et en fait, elle se révolte parce qu'elle ne veut pas juste être une vache à lait. Encore une fois, moi, je ne parle pas des thèmes. Pour écrire, je ne parle pas des thèmes, je parle vraiment des personnages et des émotions et de ce que j'ai envie de raconter. Ça me paraissait tout à fait naturel que cette jeune femme-là se révolte un petit peu. Le 19e siècle était une période qui était vraiment très très difficile, autant pour les femmes que pour les hommes. C'est une période où on a essayé plein de régimes. Et le personnage de Fantine dans Les Misérables, c'est un des personnages les plus bouleversants de la littérature mondiale. Je pense que c'est des références à ça. Ouais. J'ai quand même le sentiment que je crois que c'est votre amour du détail, vous adorez entrer dans les détails, y compris effectivement sur tout ce qui est maternité, et effectivement tous les gestes qu'il faut apporter au bébé. J'ai le sentiment que c'était assez bien décrit. C'est peut-être ça m'a rappelé des souvenirs, je sens. Oui, c'est ça. J'ai une petite fille qui a 3 ans et demi. Et mais c'est ça, vous étiez dedans. J'étais dans les couches, comme on dit. Pourquoi le moment où justement on décide de nommer l'enfant est aussi fort? C'est un point, j'ai le sentiment culminant de cet ouvrage. Ça aussi, c'est une responsabilité des adultes. On l'engage, on le met quand même sous le parrainage de quelque chose ou de quelqu'un. On lui donne quand même une impulsion pour sa vie. C'est un cadeau ou au contraire un poids qu'on va lui donner. 19e siècle, effectivement, période très délicate, vous l'avez rappelé, Vincent. Est-ce que, malgré vous avez essayé de construire une espèce de petite société idéale dans cette rue? Oui, il y a peut-être un peu de ça, ouais. Oui, il y a peut-être un peu de ça. C'est aussi comment dire? C'est aussi tout l'intérêt et presque l'amour, je dirais, que j'ai pour le monde de la ville, pour les quartiers, pour les commerces, les commerçants. On n'en parle pas tant que ça. Hein. C'est pas un monde qu'on met tant que ça en valeur. Moi, je trouve qu'ils sont très très importants pour le tissu social. Quand on arrive dans une ville d'ailleurs ou dans un quartier qu'on ne connaît pas, la première chose qu'on dit, c'est ça va, il y a des bons commerçants. Ça va, le boucher est sympa. Ça va, il y a un bon poissonnier. Hein. Alors quand on arrive dans des villes où il n'y a même plus de tabac, ça devient vraiment très compliqué. Oui, et et on en parle aussi souvent pour l'école. Et toutes les villes de taille moyenne qui ont la moitié des commerces fermés, comme Nevers ou Saint-Brieuc, où c'est vraiment signe de délitement dans une ville. Donc pour moi, le tissu social, pour le tissu social, le commerce est vraiment un pilier. Ouais. Quand on écrit pour tous, est-ce qu'il y a des contraintes quand on écrit pour les adultes, mais aussi surtout pour les enfants? Est-ce qu'il y a certaines limites, certaines contraintes, ou des contraintes qu'on s'impose même parfois? Non, écoutez, moi j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Non, j'essaie de pas se mettre de... Mais d'où l'intérêt de ne pas avoir été à l'école aussi, parce que du coup, il y a aussi plein de choses qu'on m'a pas... par exemple, j'ai jamais fait vous voyez, je sais pas faire j'aime même pas le mot d'ailleurs, mais vous voyez, je sais pas écrire thèse, antithèse, synthèse, par exemple, c'est quelque chose que j'ai pas appris. Donc c'est sûr qu'il y a une liberté aussi, du coup, qui est évidente pour moi. Non, écoutez, moi, j'essaye de pas penser à ça, c'est pas mon problème. Okay. Si des fois il y a des choses que je peux écrire qui te dérangent,
les gens, a priori, c'est les gens qui sont dérangés, c'est pas moi. C'est pas mon problème, je peux pas penser à ça. Alors j'ai eu des petits soucis, comme tout le monde, hein, évidemment, que ça vienne de la droite ou de la gauche. Des fois, on peut, souvent à son corps défendant d'ailleurs, susciter des réactions négatives. Tant pis, à partir du moment où on fait quelque chose de public, de toute façon, à partir du moment où on donne son opinion, où on écrit, donc ça veut dire qu'on prend parti, voilà, c'est comme ça, ça fait partie du métier. C'est le sentiment, Vincent, que vous avez réussi à donner le goût de la lecture à vos enfants? Et si oui, comment? Oula, écoutez, moi j'adore les livres. J'ai même eu un magasin pendant 7 ans, c'est mon truc, il y a des livres partout. Donc je pense vraiment que c'est le mieux. Et moi, quand j'étais gamin, c'était comme ça. Mon père était ouvrier, il était chaudronnier. C'était un chaudronnier qui lisait beaucoup, il lisait 2-3 livres par semaine. Et il y avait des bouquins partout à la maison. Il ne me disait pas si ça, mais il y avait des bouquins partout. Voilà. À mon avis, le mieux, c'est qu'il y ait une proximité avec l'objet. Avec l'objet lui-même, quoi, avec le livre. Ah, regarde, c'est beau, ça sent bon. Ah, t'as vu, il est joli. Faut qu'on en laisse traîner déjà, quoi. Moi, je pense que ça doit commencer par ça, qu'il y ait des livres. J'ai une photo à vous montrer, cher Vincent. On va commencer avec une photo très forte. Effectivement, vous aviez 17 ans, vous aviez publié votre premier ouvrage. Oh, là, je suis petit. Là, vous étiez encore un petit peu plus petit. Ouais, j'ai une dizaine d'années. Vous lui diriez quoi au petit Vincent, aujourd'hui? Alors là, je suis dans une église. Je suis à l'église du Landais, à côté de chez moi. J'ai grandi dans une auberge de jeunesse, à Brest, où mon père tenait l'auberge de jeunesse. Et là, je suis dans une église, l'église du Landais, qui était une église ronde. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette photo? Elle est magnifique, hein? Ouais. C'était un copain de l'auberge qui l'avait prise. J'ai rien à lui dire parce que c'est moi, en fait. C'est moi, c'est la même personne. Il y a des différences. Lui, il a des taches de rousseur, moi, j'en ai plus. Par contre, on a toujours une petite pointe à l'oreille, là, qui est la marque de famille. D'accord. J'avais pas vu. Non, mais comme ça, je suis exactement le même et je pense que j'ai... Ce qui est important, c'est l'énergie aussi, c'est aussi la volonté, l'envie de faire des choses, et puis l'univers intérieur aussi que j'ai développé tout seul par la solitude, par beaucoup de choses, et je me suis rendu compte l'autre jour que je m'ennuyais jamais, en fait. Je connais pas l'ennui. Parce qu'à l'époque, peut-être, on apprenait à s'ennuyer aussi, quand on était tout seul, non? On n'avait pas tous les réseaux sociaux, on n'avait pas... C'est ça, et par exemple, je partais pas en vacances quand j'étais enfant, donc j'ai passé des mois d'été tout seul, donc j'ai appris à marcher, je marchais énormément. Je marchais toute la journée dans les rues de Brest, et je pense que ça a développé aussi mon univers intérieur, l'imagination, la liberté aussi, parce que quand on part toute une journée à 12-13 ans, en plus à Brest, on peut arriver au bord de la mer à un moment. Donc ça développe beaucoup de liberté. Vincent, merci 1000 fois d'être venu nous voir aujourd'hui. Malheureusement, j'ai plus de temps. J'aurais voulu vous entendre sur vos professeurs de l'époque, effectivement. Je pense que vous n'avez plus de rancœur, mais effectivement... Non. Encore une fois, de se dire que je pense que parfois, un peu plus d'écoute, ça peut aussi... C'est comme ça. Servir. Et c'est comme ça. Et vous avez une excellente carrière. Et vous avez su rebondir, cette résilience aussi qui a fait que vous en êtes où vous en êtes aujourd'hui. Merci infiniment. Merci beaucoup. Cette rue Mirabel, je rappelle, c'est chez Gallimard Jeunesse. Encore un grand bravo à vous. Et puis bien sûr, tous les numéros, les nombreux numéros d'Émile. Voilà, plus de 210 heures à votre actif. Et j'ai l'impression qu'il y en aura encore beaucoup. Dans les prochaines semaines, on aura l'occasion de vous recevoir avec notre plus grand plaisir. Merci infiniment. On se retrouve demain, chers amis, pour une nouvelle matinale. Excellente journée. Ciao.